She's beautiful. So beautiful. We're calling her Laura. We think she looks like a Laura. Oh. She already has a full head of hair. And she's got my eyes. Luckily for her, everything else is pure Sarah. With free Skype-to-Skype video calls, you can be right there with them, wherever they are. Bonsoir, 11e heure des 24 heures chrono de l'international et nous arrivons en Californie à San Francisco. San Francisco, 800 000 habitants, ville emblématique du nord de la Californie et du Flower Power. Une ville aussi qualifiée par son architecture de très européenne où de nombreux Français se sont installés. J'ai à mes côtés deux invités pour en parler, Alex Trouan de l'Artisan Macaron et François Nadal, myerp.com. Alex, vous vivez depuis, je crois, 94 Depuis 94, oui. À San Francisco. Exactement. Et François, vous y êtes depuis 2 ans. Je suis à nouveau. Où vous avez monté une très belle réussite avec Google, dont on parlera plus tard. Tout de suite, on va également dire bonjour à Romain Serment, qui est consul général de France à San Francisco. Monsieur Serment, bonjour. Je crois que vous nous entendez. Bonjour à vous, je vous entends très très bien. Parfait. Monsieur Serment, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous parler de la présence française à San Francisco? Combien sont-ils? Que font-ils? Et est-ce que ces chiffres sont en évolution? Alors d'abord, la présence française, elle est ancienne, puisque nous avons des Français à San Francisco depuis les années 1860 environ. Nous avons 20 000 Français inscrits au consulat. En fait, il y en a à peu près 60 000 à San Francisco et dans la région, dans la baie de San Francisco. Le nombre de Français augmente, et il augmente de manière significative, plus 50% en 10 ans, et aujourd'hui on est sur un rythme de croissance d'environ 5 à 8% par an. Leur profil, c'est une population jeune, 60% des Français de la région ont moins de 40 ans. C'est une population qui a un haut niveau d'éducation, parce que la majorité ont des emplois qualifiés, c'est bien sûr la Silicon Valley. On a des Français dans toutes les entreprises de la Silicon Valley. Les Français sont partout. Et donc, c'est aussi la reconnaissance de la qualité de notre enseignement supérieur. Merci, monsieur le consul. Alors, bon, c'est une ville de rêve, certes, mais il y a quand même un coût à payer pour y vivre. Et tout de suite, on va aborder un point noir, qui est le logement, avec Nathalie Dlagosi, qui est responsable des consultantes chez Executive Relocation. San Francisco est une grosse ville. Et le centre-ville est évidemment le plus prisé et évidemment le plus cher. Dans le centre-ville, il y a essentiellement des appartements, des studios, des appartements avec 1 ou 2 chambres. Il n'existe pas de 3 chambres. Donc si c'est vraiment une famille avec des enfants, la plupart donc, de ces familles préfèrent sortir de ce centre-ville pour aller dans des quartiers beaucoup plus résidentiels où il y a des maisons avec jardin. Un studio dans le centre-ville coûte au moins 1 600 €. Après, quand vous prenez des appartements avec 1 chambre, ce serait plutôt de l'ordre de 2 000 €. Et après, on peut monter très vite pour un 2 chambres dans les 3 200, 3 500 €. Pour les familles, il est préférable de sortir du centre-ville, d'aller dans ces quartiers résidentiels où il y a beaucoup de verdure. Et dans ce cas-là, il faut compter à peu près une maison avec 1 chambre, c'est de l'ordre de 1 700 €. Et les prix peuvent grimper jusqu'à 3 500, 4 000 € facilement. Alex Trouan, François Nadal, comment vous réagissez à cette vidéo? Vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes dans quel quartier, par exemple? Oui, c'est vrai, c'est là où ils sont chers. Alors moi, je suis sur Soma. Très près de ce qu'on appelle le Core Train, c'est le train pour aller directement chez Google. Notre entreprise myerp.com est partenaire avec Google et donc les rendez-vous sont fréquents, il faut aller vite et pas prendre la voiture, sinon c'est embouteillage tous les jours. D'accord. Vous Alex, vous avez fait quel choix? Moi par contre j'ai habité beaucoup dans le centre, mais maintenant j'habite à South San Francisco, qui est une ville qui est à peu près 10 minutes du centre-ville et qui est un peu beaucoup moins cher bien sûr que le centre, donc c'est tout de même assez bien de vivre là-bas puisqu'on est très vite dans le centre. Donc. Vous êtes d'accord sur les tarifs? Oui, les tarifs sont élevés, maintenant c'est en dollars, oui, donc c'est 30% en moins, donc c'est vraiment qu'on parle en euros, et aussi
Le vrai problème, je pense, à San Francisco, c'est bien manger. C'est pas un problème, c'est plutôt un point positif, je crois. De bien manger. Honnêtement, la food industry a été massacrée par McDonald's. Donc, au restaurant, vous mangez vraiment pas de bonnes choses. Bon, on verra tout à l'heure, mais on sera peut-être pas tout à fait d'accord. Mais bon, maintenant, on va parler aussi d'un autre sujet qui est un petit peu, qui n'est pas un point noir, mais qui peut fâcher, c'est la scolarité. Et tout de suite, on va écouter Laurent Villard, qui vit sur place et qui nous a envoyé une petite vidéo sur le sujet. Bonjour Paris. Ici, à San Francisco, en termes de scolarité, vous avez le choix entre les écoles publiques et les écoles privées. Il faut savoir que les écoles privées sont notées de 1 à 10 selon la qualité de l'enseignement. Il peut y avoir des qualités assez différentes d'un quartier à un autre. Sur la partie école privée, vous avez les écoles privées américaines qui peuvent être soit catholiques, soit protestantes, soit bouddhistes, soit autres. Et vous avez le lycée français international et le lycée franco-américain, lycée international franco-américain. Il faut savoir que les écoles privées sont relativement chères par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir en France. Une école privée américaine coûte à peu près entre 7 000 et 8 000 dollars à l'année et peut monter jusqu'à 15 à 18 000 dollars. Le lycée français, c'est 18 000 dollars à l'année et le plus cher est le lycée franco-américain, le lycée international franco-américain qui est de 33 000 dollars à l'année. Notre choix a été de privilégier l'école publique américaine. Tout d'abord parce que nous sommes arrivés au mois de juin. Deuxièmement parce que nous voulions mettre nos enfants en complète immersion et dans un environnement totalement américain. Voilà. Mais naturellement, à chacun de faire son choix. Voilà, à bientôt à San Francisco. Au revoir. Alors, Alex Trouan, je crois que vous avez une petite fille de 4 ans. Pour quelle solution vous allez opter pour sa scolarité? Au départ, on peut peut-être la mettre dans une école publique qui est gratuite. Et puis après, donc, mettre dans du privé qui est, c'est tout de même beaucoup plus cher. On peut arriver dans les 18 000 à 20 000 dollars par an. Et donc, je pense qu'on se dirigera là-dessus. Alors justement... peut-être que Romain Serment, le consul général, va vous donner de bonnes idées. On va l'écouter tout de suite. Merci, je ne sais pas si je vais donner de bonnes idées. Juste, Laurent a déjà dit beaucoup de choses. Nous avons un réseau d'écoles françaises très dense, 5 écoles, dont 2 lycées. Laurent en a parlé. C'est vrai que les écoles sont chères, même très chères. Je rappelle qu'elles sont d'excellente qualité. L'année dernière, le résultat au baccalauréat était de 100% de réussite. Et même, ça c'était en 2011, 100% de réussite, 100% de mention. Juste un point, dans les écoles publiques de San Francisco, il y a une particularité. Leur qualité est variable selon le quartier, mais surtout il y a un tirage au sort. Donc si vous êtes en famille et que vous avez 2 ou 3 enfants, vos enfants peuvent être dans des écoles différentes selon le tirage au sort. Et ça, c'est quelque chose à savoir, je crois. Ah oui, effectivement. Très bien, merci monsieur le consul. Nous allons nous quitter, on va se retrouver tout à l'heure dans le cours de l'émission. Et tout de suite, on va faire une pause. Ne confiez pas l'encaissement de vos impayés à n'importe qui. France Créance est là pour votre recouvrement amiable et judiciaire en France et à l'international.
Bienvenue à San Francisco, dans le cadre de cette émission des 24 heures chrono de l'International. J'ai à mes côtés qui viennent de me retrouver Olivier Sureau, vous êtes expert comptable pour le cabinet Jade Associates et vous avez donc un cabinet à San Francisco. Exactement. Lucius Meida, vous êtes avocat, vous êtes au barreau de New York, de la Floride. Et L'Illinois et plusieurs barreaux. Plusieurs barreaux, exactement. Et votre cabinet se nomme Lex International. On est à Paris, on est en Russie, on est aux États-Unis, un peu partout. Et puis on travaille pas mal dans l'Ouest également, la Californie, mais surtout dans les paradis fiscaux, ce qui sont à privilégier. D'accord. Mais là, on parle de la Californie, qui n'est pas un paradis fiscal. Exact. Donc justement, puisqu'on en parle, à propos de l'implantation, donc effectivement, il y a un coût réel quand on veut s'implanter à San Francisco. Est-ce que l'un de vous deux peut me donner quelques chiffres, notamment en matière de fiscalité ? Alors, je peux commencer. Il faut savoir que la fiscalité aux États-Unis est assez complexe, même si on pense qu'elle est simple. Vous avez une fiscalité fédérale qui s'applique pour tout le monde, peu importe votre état d'implantation. Et vous avez une fiscalité par État, donc, qui va donner l'attrait de chaque État au niveau des États-Unis. Alors, par principe, la Californie est un État qui, a priori, est assez lourd fiscalement, puisqu'elle a un des taux d'imposition les plus élevés des États-Unis. Donc ça, c'est au premier abord. Pour donner quelques chiffres clés, au niveau des sociétés, vous avez un impôt, donc encore une fois, toujours qui se rajoute à l'impôt fédéral, qui est pour les sociétés de 8,84%. Là, on arrive à combien déjà là ? Là, on atteint, dès lors que vous dépassez $100 000 au niveau fédéral, donc de bénéfices, vous avez un taux qui est en moyenne de 34%. Donc vous allez rajouter ces 8% d'imposition, sachant qu'une partie est déductible au niveau fédéral, donc vous allez franchir la barre des 40%. Sachant que depuis certaines années, chaque État se fait un petit peu la concurrence au niveau des taux d'imposition. Et la Californie, depuis 1 an et demi, commence à essayer d'être de plus en plus compétitive. Alors, comment elle veut l'être ? On en reparlera peut-être rapidement tout à l'heure, mais elle veut l'être en favorisant en fait les sociétés qui s'implantent et qui font du business au niveau de l'État de Californie, mais qui, entre guillemets, exportent et réalisent la plupart de leurs activités en dehors de l'État de Californie. Juste pour vous donner un petit exemple, au niveau des services, puisqu'on en parle, on va en parler beaucoup au niveau des technologies, dès lors que vous réalisez un service pour une société qui en dehors de l'État de Californie, ça va sortir de votre assiette depuis 2011, de votre assiette d'imposition au niveau de votre base de la Californie. Donc ça va être un petit peu technique. Oui. Je pense qu'il faut résumer en disant simplement que la fiscalité effectivement est élevée, tout à fait. Mais que l'État fait des efforts pour essayer justement de baisser un petit peu ses coûts. Tout à fait. Lucius Meida, donc une implantation au bas mot en Californie, il faut combien aussi, Olivier a fait très bien de parler des sociétés, mais il ne faut pas oublier que la fiscalité individuelle est très très élevée également. Elle va jusqu'à l'imposition sur les revenus de l'individu dans l'État de la Californie va jusqu'à plus de 12%. Ça veut dire avec les impôts fédéraux en dessus, on peut arriver à 46% d'imposition, y compris les taux, enfin l'imposition de l'État de la Californie, plus l'État fédéral. Sûr. Mais il y a des moyens d'amoindrir la fiscalité de chaque société. Et c'est là où, si vous travaillez avec un bon cabinet de comptable ou un bon cabinet de fiscaliste, ou les deux, normalement c'est mieux de travailler avec les deux, et surtout avec des cabinets qui connaissent aussi la fiscalité en France, vous pouvez arriver à diminuer vos taux d'imposition sur les sociétés aux alentours de 10-12%. Alors, on ne dira pas comment sur ce plateau, parce qu'à mon avis, ça prendrait trop de temps, mais en tout cas, c'est à savoir. Et ça marche. Tout à fait. D'accord. Donc il y a quand même des solutions. Légitimement, complètement bien sûr. Sinon, on n'en parlerait pas ce soir. Bien sûr. Alors, bon, malgré tous ces coûts, tout le monde veut y aller à San Francisco. Il doit bien y avoir des avantages à s'implanter sur place. Alors, il me reste très peu de temps, mais en quelques mots, l'avantage d'une implantation sur place, c'est quoi ? 3-4 mots, Olivier, et 3-4 mots. Je résumerai par ce qu'on appelle les tax incentives. Il y a beaucoup de programmes d'aide pour les sociétés qui viennent s'implanter à San Francisco et qui ont ce qu'on appelle des tax incentives très importantes, notamment on peut évoquer le crédit d'impôt recherche ou des job credits qui encouragent en fait, qui sont des aides à l'embauche et qui donnent des crédits d'impôt au niveau de l'État de Californie.
D'accord. Maître? Oui. À San Francisco, il y a deux grands avantages, je dirais. L'un, c'est la présence de beaucoup de clubs de business angels. Par exemple, il y a le club européen, il y a le club de Harvard, le club de MIT. Et eux, ils fournissent du capital quand on est une start-up pour trouver des financements. Pour trouver un financement. Ça, on va en parler en fin d'émission, tous les trois. Okay. Deuxième grand avantage, c'est que San Francisco, depuis son fondement, il y a sa création, a des liens privilégiés avec l'Orient, donc avec le Japon, la Chine, la Corée. Il y a énormément de soutien et de clubs et de ligues. La ligue. Donc pour rayonner sur le marché asiatique. Rayonner sur le marché asiatique, utiliser toutes les ressources des marchés asiatiques avec tous les contacts. C'est la meilleure ville des États-Unis dans cette optique. D'accord, donc il y a un coût, mais il y a un réel intérêt. Oui. Parfait. On va essayer de voir un petit peu maintenant. On ne va pas balayer tous les visas qui existent pour pouvoir venir travailler ou monter une société aux États-Unis, mais on va entendre parler de l'un des visas qui existent, qui est le L1. Et à ce titre, c'est Delphine Martin, qui est consultante juridique immigration au cabinet Carl Wade, qui va nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Pour les visas temporaires et concernant le travail, trois grandes catégories. Le visa L1 qui concerne les transferts intragroupes. Donc la situation est la suivante. La personne travaille pour un grand groupe. Elle souhaite être expatriée aux États-Unis pour une durée limitée. L'entreprise qui va accueillir la personne va déposer une demande auprès des autorités américaines, la USCIS. Ce sont des profils en général très spécialisés, cadres de haut niveau, cadres dirigeants ou des profils très spécialisés type ingénieur dans un domaine spécifique. Vous devrez démontrer que la personne a un niveau de compétence assez élevé et une expérience professionnelle. Une fois que l'autorisation est délivrée, la personne peut demander le visa auprès des autorités consulaires à Paris. Le visa délivré en général, les visas pour les cadres dirigeants est d'une durée de 3 ans, qui peut être renouvelée jusqu'à 7 ans pour les cadres dirigeants et 5 ans pour les professions spécialisées. Et les membres de famille sont également autorisés à travailler. Alors, dans quel cas utilise-t-on ce visa ? Pour quel type de société, maître ? C'est les sociétés, les groupes de sociétés françaises ou européennes qui veulent créer une filiale ou une société sœur aux États-Unis qui sont détenues par le même groupe d'actionnaires. Donc il faut avoir au moins 50% de l'actionnariat entre les différentes sociétés. Ils doivent être affiliés. Donc, par exemple, une bonne boulangerie française qui aimerait implanter une boulangerie en Californie peut envoyer ses ouvriers spécialisés, ses cadres supérieurs, ses gérants en utilisant ce visa qui est très simple à obtenir, qui par la suite non seulement favorise les familles aussi parce que lorsque, disons, un ouvrier spécialisé obtient le visa L1, sa famille obtient le visa L2 et a donc le droit de venir vivre aux États-Unis avec lui. Il y a un bémol, je crois. Le conjoint peut-il travailler avec un L1 ? Avec un L2, normalement pas. D'accord. Normalement pas. D'accord. Mais il y a un autre grand avantage du visa L1, c'est que cela amène à la carte verte, la résidence permanente. Oui, alors est-ce que c'est toujours vrai ? Oui. Parce qu'il semblerait qu'on favorise plus le visa investisseur maintenant. Mais avec le visa investisseur, le E2, c'est le visa E2, on ne peut pas facilement accéder à la carte verte. Et ça ne change pas, ça ? Non. Disons, nous ne savons pas. En ce moment, hier, le président Obama vient d'annoncer qu'il va refondre les lois sur l'immigration totalement. D'accord. Hier. Donc, on ne connaît pas encore où il veut en aller. Apparemment, il voudrait ouvrir les portes plus larges aux personnes spécialisées dans la technologie et dans les connaissances scientifiques. Je ne sais pas, donc je ne peux rien dire. Mais un bon signe, c'est qu'il voudrait faire venir davantage, ouvrir la porte aux immigrés qualifiés
bien sûr, les Français sont toujours hautement qualifiés. S'il s'agit de la bonne nourriture, de la restauration, de la technologie, savoir-faire. Oui, il y a la technologie, un très haut savoir-faire. Olivier Sureau, est-ce que le L1, c'est un visa que vous préconisez à vos clients en général? Tout dépend au cas par cas, en fait. C'est vrai qu'en règle générale, bon, nous, c'est pas notre métier, bien évidemment, il faut consulter un avocat d'immigration, mais en règle générale, nos clients qui vont implanter, comme le disait à juste titre Maître, vont implanter en fait une filiale aux États-Unis. Ce sera le type de visa qui sera effectué. Mais c'est vrai que l'aspect immigration, si on a un conseil à donner pour les gens qui veulent s'implanter à San Francisco, c'est de consulter en avant un avocat d'immigration, mais en même temps, en se situant, on parlait de la carte verte, à moyen long terme. Qu'est-ce qu'on veut faire aux États-Unis? Est-ce qu'on veut y rester? Il faut vraiment avoir le bon... à se projeter, avoir une vision à moyen long. Tout à fait. D'accord. Parce que le visa E2 a d'autres avantages. C'est l'unique visa où on peut choisir. On va pas pouvoir en parler ce soir, malheureusement, mais on en parlera dans l'émission sur Miami. D'accord. Voilà. Donc que ceux qui sont intéressés par le E2 restent avec nous jusqu'à demain, et demain à 21h, on va leur parler du E2. Voilà. On va se quitter pour un court instant. On va faire une pause et puis on se retrouve en fin d'émission tous les trois à nouveau. D'accord. Voilà. Donc on fait une petite pause. La CFE, votre sécurité sociale jusqu'au bout du monde. Alors, nous sommes donc dans cette émission consacrée à San Francisco, et il y a une caractéristique à San Francisco. En fait, il y a une toponymie de la ville qui fait que, en fonction des activités, on est situé au nord, à l'est, à l'ouest, au sud. Et tout de suite, pour en parler, on va écouter François Laugier, qui est CCE et avocat. On l'écoute nous en parler. Il y a évidemment la Silicon Valley, avec autour de Palo Alto toutes les sociétés qui sont dans les technologies en général. Il y a des entreprises qui s'implantent directement à San Francisco, dans des industries souvent plus traditionnelles. Et on pense évidemment à la restauration, la mode, etc. Et puis la Napa Valley, avec la région du vin, pour laquelle de nombreux vignerons français ont exporté leur savoir et ont connu énormément de succès dans cette région. Alors j'ai justement à mes côtés pour en parler Alex Trouan de l'artisan macaron qui est venu nous retrouver à nouveau, et François Nadal, myerp.com, qui lui aussi nous rejoint à nouveau. Alors, respectivement, où êtes-vous implanté? Vous êtes dans les TIC, les technologies de l'information et de la communication. En fait, vous commercialisez à Google un logiciel de gestion d'entreprise. De gestion d'entreprise. Voilà. Vous êtes situé où alors? Alors, physiquement, nos bureaux sont à Union Square, donc Powell et Sutter. Et j'habite à 5e et Mission, donc un quartier qui est au plein centre-ville, en même temps où habitent beaucoup de homeless. D'accord. Mais votre société, vous êtes quand même pas loin de chez Google. Alors, non, la société est basée à San Francisco et j'habite près du train, comme ça je peux effectivement rapidement alors vous faites mentir François Laugier qui dit que tous ceux qui sont dans les TIC sont vers Mountain View. Et... Non, il a raison, mais actuellement il y a une espèce de migration des startups qui reviennent vers la ville. La ville est en train de renaître en ce moment. D'accord. Vous, Alex Trouan, vous êtes situé au sud. Moi, voilà, je suis plus à Hunter Point. Donc c'est un quartier qui est
un peu malfamé, on pourra dire, mais il y a beaucoup de cuisines de traiteurs, donc, et les loyers sont beaucoup moins chers que dans le centre, bien sûr, et puis bon, ça aide au niveau des camions qui viennent chercher, par exemple pour nous l'artisan macaron, quand nous envoyons des palettes de macarons, les gros trucks, c'est plus facile de venir pour eux, donc chercher. Alors le but, c'est pas de parler vraiment de la localisation, mais c'est de parler de ces secteurs porteurs, des secteurs qui marchent. Vous en êtes tous les deux dignes représentants. Vous êtes donc on va plutôt vous assimiler à une start-up et tout ce qui est logiciel, informatique et TIC, encore une fois. Et vous, Alex, vous êtes plutôt dans tout ce qui est gastronomie. Alors, d'ailleurs, voilà. Alors, l'artisan macaron fait des macarons. Et ça, c'est une boîte de macarons. Voilà. De San Francisco. Voilà. Alors j'aimerais l'un et l'autre, on va pas avoir trop de temps, mais que vous nous expliquiez, à votre avis, les raisons de votre succès sur cette région. En quelques mots, François Nadal, expliquez-nous votre aventure, comment vous y êtes arrivé, et à votre avis, les raisons de ce succès. Je crois que les raisons du succès aux USA, c'est la croyance aux rêves que vous avez, contrairement en France où il y a beaucoup de résistance au changement et à l'innovation. Et je suis parti voir Google il y a 2 ans et demi en leur disant voilà, j'aimerais créer la première solution de gestion dans le monde dans le cloud et gratuite pour les petites entreprises. Ils m'ont dit c'est quoi François, on te croit, on va y aller. Et en 2 ans, on est devenu le numéro 1 mondial des solutions de gestion gratuites pour l'entreprise. Est-ce que vous pensez que une start-up qui y croit, qui est dans le même état d'esprit que vous, a encore toutes les chances de réussir demain à San Francisco? Je crois qu'aux USA, il ne faut pas avoir peur d'essayer et de travailler. Et si nous, MyRP.com, est devenu leader sur le marché, c'est parce qu'on a pris des risques. Il faut savoir prendre des risques. La vie est si courte que le seul risque qu'on prend, c'est justement de ne pas en prendre. D'accord. Alex Trouan. Et moi, au niveau gastronomique, il faut savoir se distinguer. C'est-à-dire, bon, pour nous avons choisi d'utiliser uniquement des produits locaux. Donc, et de faire tout de A à Z. Et San Francisco, donc c'est vraiment le lieu. Exactement, surtout la Californie, parce qu'il faut voir qu'en Californie, nous avons les pistaches, l'amande, le sucre aussi, à San Francisco, près de San Francisco. Donc tous les produits, tous les ingrédients donc que nous avons besoin. Bien. Très bien. À San Francisco, on mange très bien. Vous pouvez trouver tous les produits de la mer ou des produits organiques, bio. Vous disiez tout à l'heure, en montrant une côte, qu'on pouvait pêcher des crabes là. Exactement. Vous prenez un filet et dans San Francisco, à Fisherman Wharf, vous mettez un morceau de poulet, vous jetez et en 10 minutes, vous avez des tourteaux. C'est tout de même incroyable, ça. Et puis bon, il y a beaucoup de... C'est local et moi, ça m'arrive de temps en temps de le faire et c'est très sympathique. Donc San Francisco, c'est quand même de l'intelligence au mètre carré et des très bons produits, un savoir bien manger, savoir bien vivre. Et puis, il y a quelque chose aussi à San Francisco, c'est que si tout le monde décidait d'aller en même temps au restaurant, il y a assez de place, il y a assez de restaurants pour loger tout le monde. Donc, tout de même, San Francisco, il y a énormément de restaurants, aussi bien asiatiques que français, que de tous les pays du monde d'ailleurs. Et donc, c'est vrai que c'est très cosmopolite et c'est très bien. On peut vraiment, moi j'adore manger thaïlandais et vraiment c'est très bon. Très bon. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur ce plateau. On va passer à un sujet suivant. C'est en fait justement, et François Nadal l'a un petit peu abordé, c'est ces fameuses différences culturelles qu'il faut connaître pour bien s'adapter quand on vit aux États-Unis et qu'on a envie d'y réussir aussi. Et à ce titre, on va écouter Roselyne de Muison, qui est présidente de San Francisco Bay Accueil. Il y a des différences culturelles qu'il est bon de connaître pour mieux comprendre et rectifier ses attentes. Premièrement, certaines règles sont en place, les respecter facilite le quotidien. Respecter par exemple la discipline des files d'attente où chacun passe à son tour. Deuxièmement, l'Américain a le souci d'efficacité et donc va se concentrer sur un problème à la fois pour le résoudre. Quand on arrive dans un magasin ou chez le docteur ou à la banque et qu'on a toute une liste de questions, il est recommandé de poser une question, d'attendre la réponse avant de poser la deuxième question. Troisièmement, le motto de l'Américain est « vivre et laisser vivre ». En général, il respecte l'individu et son territoire. Il va rester d'accord
et donc ne va pas parler de choses qui risquent de fâcher, comme par exemple la politique ou la religion, s'il sent qu'on n'est pas d'accord. Il va être orienté vers l'action, il agit. Et donc, au lieu de vous inviter chez lui pour passer une soirée à discuter et à refaire le monde, il va préférer vous inviter à un pique-nique ou une sortie de façon à se faire un lien à travers l'action. Voilà. Lucius Meyda, vous êtes à nouveau avec nous. Olivier Sureau, vous êtes avocat. Lucius Meyda, vous êtes expert comptable. Olivier, l'intérêt, c'est que Olivier, vous êtes français. Lucius, vous êtes américain. Qu'est-ce que vous inspire cette vidéo? Très vite, oui, non, c'est vrai. Vous m'avez dit en l'écoutant, oui, c'est vrai, on est comme ça. Absolument. L'Américain essaie toujours de rester, d'être positif. C'est-à-dire, il ne regarde pas ce qui est défendu, mais surtout, il regarde toutes les opportunités autour et il rêve, il essaie d'atteindre son rêve personnel. Et il est effectivement dans l'action. Effectivement, dans l'action. Ce sont des gens de rêve et d'action en même temps. Très bien. Alors, ce qui est intéressant justement à San Francisco, c'est cette espèce de rêve qui perdure et son visage un peu zen. Hein? Beaucoup zen, je dirais. Très zen. Depuis la ruée vers l'or, qui a commencé, comme vous savez, qui a fondé la Californie et San Francisco, oui, c'était le rêve. L'or, cette denrée mythique. Mais en plus, maintenant, il y a l'or de l'Asie. Parce qu'en San Francisco, un tiers de la population est d'origine asiatique. Pour qui l'or compte énormément. Hein. Exactement. Et donc, il y a ce côté rêve et ouverture vers le monde. Je dirais que, je ne sais pas, Olivier, si vous en pensez de la même. Vous avez absolument raison. Oui. C'est comme le poème français... le matelot part et il voudrait voir l'écume et l'inconnu. Il va vers l'inconnu. Et c'est cela, je pense, qui résume en quelques mots le San Francisco. Ces mobiles assez spirituels hein, qui animent cette ville. Alors, est-ce que c'est pour ça qu'il y a des financiers sur place? Est-ce que c'est pour ça que le financement a tant d'importance là-bas? Effectivement, c'est la ville des business angels. Alors, comment vous l'expliquez? Comment vous expliquez ce phénomène? Une fois que les gens ont gagné de l'argent et ils ont tout ce qu'ils veulent matériellement, qu'est-ce qu'ils recherchent? Ils recherchent le spirituel. Et je crois que c'est pour cela qu'à San Francisco, il y a tellement de gens riches, aisés, les business angels, des gens énormément riches, qui veulent aider rendre à l'autrui l'opportunité. Mais il y a beaucoup de clubs de zen, il y a une spiritualité très portée vers l'ouverture de l'esprit, etc. Je ne suis pas un psychologue, mais je pense que ça a quelque chose à voir. Alors, on va être un peu plus trivial, mais puisqu'on vient de les évoquer, les business angels, comment ça marche un financement? Comment on obtient un financement quand on arrive avec un projet à San Francisco? Je sais que François Nadal, tout à l'heure, nous a expliqué que lui a bénéficié du soutien d'un business angel. Est-ce que tous les deux, vous pourriez nous expliquer comment ça commence Déjà, je pense que l'expérience de François, c'est une expérience, on va dire, entre guillemets, c'est un cas d'exception aussi, puisque je suis sûr qu'il a dû persévérer et réussir à trouver et à s'y atteler, et réussir à trouver des financements. Il ne faut pas penser qu'en venant à San Francisco, déjà, on vous attend et qu'on va vous financer d'office. Hein. Ça, c'est important de se rendre compte de cela. Puisque c'est la ville du rêve, qu'on a envie de rêver, expliquez-nous comment ça se passe, parce que malheureusement, on a très peu de temps pour le faire. Dites-nous comment ça se déroule, un financement. On rencontre le business angel, on lui donne son business plan et tout de suite, on obtient un financement. Il y a des clubs organisés. Donc, par exemple, il y a le club européen, il y a le club de Harvard, il y a le club Film Angels qui se spécialise dans le film. Eux, ils organisent des rencontres entre les entrepreneurs qui veulent avoir de l'argent et les business angels qui voudraient participer dans leurs rêves. D'accord.
Mais il y a beaucoup de travail en amont. Par exemple, il faut préparer le business plan, il faut préparer tout le budget. C'est là où les très bons comptables comme Olivier sont très nécessaires. Il faut avoir le côté juridique un peu, donc les études d'avocat. Mais surtout, il faut démontrer qu'on a la passion, qu'on va définitivement vivre et réussir son rêve, je pense. Alors, on va peut-être pas avoir le temps d'en parler, mais après l'émission, on va diffuser une émission qu'on a réalisée il y a quelques mois, à laquelle vous avez participé tous les deux d'ailleurs, et où l'histoire du premier round et du deuxième round, dans le cas d'un financement par un business angel, est très bien expliqué. Donc, on va inciter nos spectateurs à suivre l'émission qui va démarrer juste après celle-ci. Et on va donner un dernier conseil si vous souhaitez partir à San Francisco. Il s'agit des particularités de la douane américaine dans le cas où l'on importe ses effets personnels. C'est Isabelle Bax, qui est responsable du département clientèle internationale chez AGS, qui va nous donner ce conseil. Et puis tout de suite après, monsieur le consul, si vous êtes toujours avec nous, on va vous confier la conclusion. Voilà, on écoute tout de suite Isabelle Bax. Pour importer un déménagement sur le territoire américain, il faut être en possession d'un visa longue durée. Il faut également être présent sur le territoire américain pendant la durée du dédouanement, même si la présence de la personne qui veut importer un déménagement n'est pas nécessaire au sein du service des douanes. Il y a quelques documents à remplir qui sont donc les Customs Forms américaines et l'ISF. Il est très difficile d'importer un véhicule aux États-Unis puisque tout véhicule entrant sur le sol américain doit être conforme aux normes américaines et donc certifié par le constructeur. Il y a des interdictions en matière d'alcool et tout produit alimentaire est interdit. Voilà. Merci Isabelle Bax. Effectivement, c'est à savoir, c'est un petit conseil, mais autant le maîtriser. Messieurs, je vous remercie. Et on va confier la conclusion à monsieur Romain Serment, consul général de France à San Francisco. Moi, je vous dis au revoir. Je vous dis pour ma part à demain. Mais vous avez rendez-vous à 21h avec Lima, au Pérou, et entre les deux, vous pourrez visualiser cette émission dont je viens de vous parler, où là, tout ce qui est Business Angel n'aura plus de secret pour vous. Monsieur Serment, je vous laisse terminer en quelques mots cette émission. Alors, merci à vous, c'était vraiment très très utile et très intéressant pour les téléspectateurs. C'est une très belle ville, San Francisco. Venez, vous y sentirez très très bien. Si vous êtes entrepreneur, ça a été dit par François, prenez des risques, soyez ambitieux, montez une bonne équipe et vous réussirez. Et en tout cas, nous serons ravis de vous accueillir. Merci, au revoir. Découvrez un monde d'opportunités avec HSBC, votre banque partout dans le monde. Expatriés, exportateurs, DRH, votre télé enfin sur le net. Reportages, conseils, dossiers experts, dossiers pays, actualités sur news21.tv. Expatriés, exportateurs, DRH, connectez-vous sur news21.tv. Nous voici à San Francisco.
sur la côte ouest des États-Unis, dans l'État de Californie. La ville aux 50 collines est entourée par le Pacifique. Le Flower Power des années 70 a laissé des traces. Et jamais à San Francisco, vous ne serez klaxonné au feu quand il passe au vert si vous ne réagissez pas assez rapidement. Un doux mélange d'énergie et de sérénité. Créativité aussi dans cette région où les plus grands talents, qu'ils soient du domaine des IT ou du vin, se sont révélés. San Francisco reste une des villes américaines la plus appréciée des Français, tant à cause de sa mixité que de son architecture. Tout de suite, que vous soyez étudiant, mère de famille ou businessman, partons à sa découverte en compagnie de Français amoureux de leur région d'adoption. Éric Hautemont vit depuis plus de 20 ans à San Francisco. Après avoir créé puis vendu 2 sociétés avec succès et évolué quelques années dans le capital risque, il fonde en 2002 Days of Wonder, qui crée et distribue entre les USA et la France des jeux de société. Les Aventuriers du Rail, une de ses dernières créations, s'est vendue à plus de 300 000 exemplaires. Pascal Rigaud arrive aux USA il y a également plus de 20 ans. Amoureux du bon pain et du travail bien fait, il montera l'une après l'autre des boulangeries-restaurants. Il est désormais à la tête de 8 points de vente à San Francisco qui ne désemplissent pas. Hubert Keller est installé depuis également de nombreuses années et sa renommée en matière culinaire n'est plus à faire. Ses restaurants à San Francisco, Vegas et Saint-Louis sont reconnus mondialement. Une de ses dernières créations, le Burger Bar, rencontre lui aussi un énorme succès. François Laugier, président des conseillers du commerce extérieur de la section USA Nord-Ouest, est arrivé aux États-Unis pour faire un master en droit international. Il a commencé sa carrière en tant que stagiaire dans le cabinet Roppers, Majeski, Cohn et Bentley, dont il est devenu depuis associé. Alors tout de suite, on écoute leur premier ressenti. D'abord, c'est l'impression de mixité. Alors ça, j'ai trouvé ça incroyable. Il y a de tout, quoi. De tout partout. De toutes les ethnies, de tous les genres. Ça, c'est la chose qui m'a marqué le plus ici à San Francisco. Un grand sentiment de liberté, c'est-à-dire le sentiment que tout est possible. Les maisons victoriennes, le charme quoi, de San Francisco lui-même. Je suppose que la baie, tout ça, cette ouverture, le port, l'ouverture sur le monde et tout ça, je trouve c'est vraiment une impression d'énorme liberté, quoi. San Francisco, c'est aussi la ville des amoureux de la nature. Mais attention, le climat peut vous réserver quelques surprises. On a de la chance, San Francisco est une ville dans laquelle il y a 2 mois de mauvais temps, c'est juillet et août. Il y a Mark Twain, l'auteur américain, qui a dit que le pire hiver de sa vie, c'était un été à San Francisco. Je crois que c'est vrai. San Francisco est pris par le brouillard en juillet et en août, donc il fait vraiment froid. Sur San Francisco, il faut être prêt. Faut être prêt parce que avoir froid l'hiver, c'est quelque chose de commun. Avoir froid l'été, ça l'est moins. Mais la région de San Francisco bénéficie d'un microclimat. Et d'un quartier à l'autre, le temps en été va changer. Alors certains, plutôt que de vivre en centre-ville, ont choisi par exemple la Silicon Valley, qui dispose entre autres d'un climat plus clément. À l'origine, la Silicon Valley s'est créée parce que le domaine de la finance était à San Francisco. Donc les riches banquiers de San Francisco, pendant la période où San Francisco est noyé par le brouillard, avaient acheté des pavillons de banlieue qui étaient en fait des pavillons qui étaient basés dans Palo Alto, Redwood City, etc. pour que leurs femmes et leurs enfants puissent aller trouver le soleil. Admettons que le brouillard et la fraîcheur en été ne vous effraient pas. Examinons ensemble les conditions de logement à San Francisco et sa région. Mais attention, pour vivre à San Francisco, il va falloir disposer d'un certain budget. Donc pour habiter à San Francisco même, il faut dépenser des sous, quoi. De toute façon, tous les quartiers sont horriblement chers. Alors ça, c'est le gros bémol quand même sur San Francisco. C'est génial, mais on paye le prix. Pour habiter ici, c'est énorme ce que les gens doivent dépenser pour habiter en ville. Cher, d'accord. Alors, quelques idées de tarifs pour, par exemple, un appartement de 2 chambres. Le quartier le plus raisonnable, ça va être Inner Richmond, avec des tarifs donc, pour cet appartement variant de 2000 à 2700 $. Ensuite, vous avez tout ce qui est Ashbury Heights, Coal Valley et Upper Castro. Il faut compter environ de 2500 à 3000 $. Encore plus cher, donc on a la Noe Valley et là, il faut compter un budget de 2900 à 4000 $. Et le plus cher de tout, c'est le Pacific Heights. Donc c'est cette fameuse colline avec la vue sur le Pacifique, où pour le même type d'appartement, il faut compter environ 4000 $ et plus. Maintenant, il existe une solution moins coûteuse, à condition d'être célibataire, avec une bonne capacité d'adaptation. Ici, ils sont toujours habitués à ce système de partage d'appartements, donc on va trouver un coloc
sympa. Et puis donc ça permet d'avoir des maisons un petit peu plus grandes et puis de pouvoir se les offrir. Si finalement vous optez pour l'achat d'un appartement ou d'une maison, écoutez les conseils de notre expert, car il existe des différences essentielles dans ce domaine avec la France. Aux États-Unis, les procédures d'achat sont différentes et moins contraignantes qu'en France. D'abord, toutes les inspections exigées en France ne le sont pas. Solution suggérée, il faut bien spécifier les inspections nécessaires dans le compromis de vente. Deuxièmement, le titre de propriété n'est pas émis par le gouvernement, comme les notaires en France, mais plutôt par l'ancien propriétaire. Donc, avant tout, il faut s'assurer de la validité du titre et d'acheter en plus une police d'assurance qui garantirait le titre. Vous avez des enfants et ils sont petits? Alors optez pour le lycée La Pérouse ou l'école internationale, qui sont respectivement situés à Ashbury et dans Civic Center. Maintenant, si vos enfants sont grands, de prestigieuses universités peuvent les accueillir à proximité de San Francisco, Berkeley et Stanford. Mais attention, elles n'ont pas la même image. Stanford étant l'université privée et Berkeley étant l'université d'État. Qui donc, il y a un petit peu cette image de les gosses de riches vont à Stanford et ceux qui sont doués et capables d'eux-mêmes d'aller dans l'autre université vont à Berkeley. Donc il y a une grande rivalité qui est bon enfant en fait, mais qui est historique entre Berkeley et Stanford. Et sortir alors, ça se passe comment à San Francisco? Les gens vraiment sortent énormément à San Francisco, les gens mangent grand ou petit restaurant, mais ils sortent, je pense, tous les soirs. Par rapport au nombre d'habitants et au nombre de restaurants, on est supérieur qu'à New York. Il y a eu des gros progrès aux États-Unis au niveau du vin et tout ça par rapport à il y a 20 ans. On mange beaucoup mieux. Si vous voulez bien manger à San Francisco, vous pouvez très bien manger. L'Américain était vraiment, comme on dit, eager, envieux de découvrir des nouveaux plats. Quand je suis arrivé là, il y a certains chefs français qui m'ont dit qu'il faut importer les haricots verts, il ne faut pas leur servir les écrevisses, il ne faut pas... Et je me suis rendu compte que c'était pas ça. On n'a pas de coca d'ailleurs chez nous. Sortir alors, c'est bien. Mais a-t-on vraiment besoin d'une voiture? Le transport en commun marche très bien, le bus, le système de Muni est excellent, pas mal de vélos. Bien sûr, pour se balader, il y a des systèmes de location de voitures, il y a des systèmes de voitures en time sharing où on peut prendre une voiture pour la journée et la ramener le soir. Jusque-là, hormis le coût de l'immobilier et la fraîcheur de l'été, San Francisco, c'est le rêve. Oui, mais il y a le risque sismique. Alors, comment le vivre au quotidien? Les Américains qui habitent ici ne pensent absolument pas au tremblement de terre comme une menace. Ils y sont habitués. Mais on se rend compte, lorsqu'il y a un tremblement de terre, que beaucoup de gens, évidemment, ressentent le choc, au propre comme au figuré. Et certains sont suffisamment effrayés pour décider de déménager. Puisque, je le sens, vous avez vraiment envie de venir vivre à San Francisco, eh bien, écoutez un conseil d'expert à suivre avant de quitter la France. L'administration fiscale française ne demande plus de quitus fiscal. Maintenant, lorsque nous partons à l'étranger, nous faisons la déclaration normale sur l'année N+1 et à ce moment-là, sur la partie le temps passé en France, on paiera nos impôts normalement. Tout de suite, si vous avez envie de monter un business en Californie ou plus précisément à San Francisco, il va falloir tout d'abord que vous soyez au courant de certaines idées reçues. Je crois qu'une idée reçue commune, c'est que les billets de 100 $ poussent sur les arbres ici. Il y a un accès fantastique aux opportunités, mais il y a aussi une compétition qui est absolument féroce. Beaucoup de jeunes, je les vois arriver ici, ils pensent que c'est vraiment l'Amérique, c'est un petit peu ce qu'on retrouve en France au point de vue, je pense, horaire de travail, au point de vue confort, et finalement on se rend compte que c'est un pays, si on veut réussir ou si on veut percer, c'est très dur, on travaille des journées très longues. S'il y a quelque chose que je crois qu'il faut essayer de ne pas se mettre dans la tête quand on part dans une aventure à l'export, c'est que ça va être plus facile. Parce que ça ne va pas être plus facile. Les meilleurs ont énormément de succès, mais cela ne compte pas tous ceux qui ont essayé et qui n'ont pas réussi. Maintenant, vous êtes avertis. Le business aux USA, et notamment en Californie, c'est dur. Et il vous faudra aussi vous adapter à réagir à l'américaine. On écoute nos amis nous donner la recette.
Ici, tout échec est profitable. On fait tous des erreurs. Du moment qu'on apprend rapidement et qu'on rebondit dessus, c'est pas grave. L'échec est souvent une façon d'apprendre, une façon de savoir ce qu'il ne fallait pas faire, parce que la pire des décisions, c'est de ne pas prendre de décision. Donc au lieu de se laisser abattre ou de faire marche arrière, c'est vrai qu'on revient de plus fort. Alors, première leçon, il va falloir adopter une positive attitude. Pas toujours facile quand on est français. Mais une fois sur place, on s'habitue très bien, rassurez-vous. Et puis, deuxième leçon, oubliez vos repères. Tenez, par exemple, parlons de la tenue vestimentaire. Quand je vais voir les banquiers, j'y vais comme ça, quoi. Et ça, c'est vraiment génial. On se fout totalement de l'apparence extérieure des gens. Au contraire, je crois que ça les sécurise un petit peu, de savoir que le gars qui arrive en face ne se prend pas trop au sérieux. Et personne ne base d'opinion sur la façon dont on s'habille. On ne juge pas les gens sur leur apparence. On ne juge pas les gens sur leur milieu social et tout est possible. Et oui, à San Francisco et souvent ailleurs aux USA, l'habit ne fait pas le moine. Donc, en résumé, pour bien faire du business aux USA, 1. Be cool. 2. Oubliez les 35 heures et les RTT. Maintenant, voyons un peu le profil des entreprises implantées dans la zone. Il y a évidemment la Silicon Valley, avec autour de Palo Alto, toutes les sociétés qui sont dans les technologies en général. Il y a des entreprises qui s'implantent directement à San Francisco, dans des industries souvent plus traditionnelles. On pense évidemment à la restauration, la mode, etc. Et puis la Napa Valley, avec la région du vin, pour laquelle de nombreux vignerons français ont exporté leur savoir et ont connu énormément de succès dans cette région. Donc, en fonction de votre domaine d'activité, vous irez vous installer à San Francisco, à Palo Alto ou encore dans la Napa Valley. Voyons maintenant le moyen de financer votre projet. L'investissement dans les jeunes entreprises fait maintenant partie du code génétique de toute personne qui vit dans cette région. Si vous avez une bonne idée, ce qui manque ici, c'est pas l'argent, c'est les gens pour exécuter sur les bonnes idées. C'est quand même une énorme possibilité, quoi. Quand vous avez des gens qui viennent vous dire ce que vous faites c'est super, on est prêt à mettre des sous, c'est quand même le genre de question qu'il y a pas mal de gens qui posent ici et que j'avais jamais entendu en France auparavant, quoi. Et oui, les business angels, il y en a beaucoup à San Francisco. C'est même un mode de fonctionnement. Parce que les banques ici prêtent rarement aux entreprises naissantes. Alors, tout d'abord, vous montez votre business tout seul et c'est au fameux deuxième round que votre investisseur potentiel réagira. Comment ça va se passer? L'investisseur privé va venir dans votre structure sous forme de 2 propositions. Un partenariat direct sous forme d'actionnariat ou alors, deuxième possibilité, un partenariat sous forme de prêt, donc rémunéré avec un remboursement avec des taux d'intérêt. Ça y est, vous êtes sur le point de vous implanter en Californie? Un détail à ne pas négliger, la fiscalité. La Californie est un des États qui impose le plus. À San Francisco et plus globalement en Californie, vous avez 2 types de fiscalité pour les entreprises. Fiscalité au niveau de l'impôt sur les sociétés, de 25 à 30%. S'ajoute la fiscalité au niveau de l'État de Californie, qui s'élève à peu près 8,5%. Deuxième fiscalité au niveau des TVA, ce qu'on appelle la sales tax, donc ce qui fait qu'on arrive à San Francisco à une TVA à 9,5% aujourd'hui. Et oui, la Californie, c'est pas un paradis fiscal, loin de là. Et pourtant, elle présente un avantage de taille s'il s'agit de recruter. Les avantages évidents d'une implantation dans la région de la baie de San Francisco, c'est évidemment la facilité que l'on a à attirer du talent grâce au système universitaire et au microcosme économique qui s'est développé ici. On arrive réellement à attirer les meilleurs. On va se quitter avec Éric Hautemont, à qui nous allons laisser le mot de la fin, qui à lui seul résume tout ce que vous découvrirez en venant à San Francisco. Tous les matins, on peut se lever en se disant tout est possible dans ce pays. You're gonna